Très bien. Ben, merci, chers participants, d'être présents aujourd'hui dans cette session technique. On commence cette session technique, il est 15h35, 40. Et donc, on se fait un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler du Future of Work. On remercie l'OSIM de nous avoir donné cette opportunité lors de ces sixièmes éditions des Assises de l'OSIM. Vous avez vu, ça a commencé avec de très, très, très bons panels, avec des discussions ce matin qui étaient fort intéressants et donc qui augurent on va dire, 48 heures des Assises de l'OSIM entre networking, sessions techniques, connaissances, partage d'informations. Et donc, nous espérons que vous allez trouver votre bonheur dans tout ce qui sera débattu. Alors, notre session technique parlera du Future of Work, comme je l'avais intitulé dans un post LinkedIn la semaine dernière, The Future is part of the past. C'est parce que tout simplement, en 4 ans, durant les 3 dernières années, 2 dernières années, un TGV du nom du Covid est passé par là et donc a changé complètement notre façon de sociabiliser, mais aussi de voir ce qu'est le travail. Bon, bien évidemment, il a emporté sur son chemin un certain nombre de personnes qui nous sont chères, que Dieu ait leurs âmes, mais aussi qui a changé notre façon de voir le travail, la relation entre les humains, la sociabilité. Et donc, je partageais avec vous très rapidement une anecdote. Je rencontrais un partenaire d'un grand cabinet de consulting en Europe, en France, et il me disait qu'aujourd'hui, quand il reçoit des candidats en fait, pour des postes, qui candidatent pour des postes, les gars, ils viennent avec une Excel sheet et ils vont poser comme élément de comparatif entre 2 ou 3 postes à pourvoir dans différents cabinets un certain nombre d'informations du type à combien de jours de télétravail est-ce que j'ai droit par semaine. Mieux que ça, si j'ai ma résidence secondaire à Nice, alors que le boulot est basé à Paris, est-ce que vous me subventionnez le déplacement entre Nice et Paris? Ou encore, je vais travailler chez moi, alors qu'est-ce que vous prenez en charge en termes d'aménagement de mon chez moi, facture d'électricité, équipement informatique, connexion au net, etc., etc. Donc vous voyez que la relation avec le travail, non seulement a changé pour nous, on va dire salariés, ou peut-être nouvelle génération, même quand on pousse la démonstration plus loin, mais aussi aux entreprises, parce qu'il y en a qui ont carrément abandonné leurs sièges sociaux pour donc justement envoyer les gens chez eux parce qu'ils peuvent être plus performants chez eux. Alors, sans plus tarder, et parce que nous avons un timing qui est hyper corsé, je précise qu'on va dialoguer, communiquer en français. En ce qui concerne notre guest Harry, donc lui, il va intervenir en anglais. Je lui poserai les questions en anglais. Donc, je suppose que l'audience voilà, donc, est aussi fluent et peut donc comprendre les propos d'Harry. Et donc, on demandera aussi à Harry de faire un peu d'effort pour qu'on ne perde pas de temps à translater et à traduire, qu'il pourra nous comprendre. Dans le cas où il faudrait préciser des choses en anglais, je le ferai. Alors, je vais présenter les éminents intervenants qui sont autour de moi. Et donc, Frédéric Forster, un habitué des assises de l'OSIM, qui connaît très bien les assises, l'OSIM et ces salles-là. Il nous accompagne depuis plusieurs éditions assises de l'OSIM. Il apporte sa forte valeur ajoutée. Alors, je précise, Frédéric Forster, avocat à la Cour d'appel de Paris. Il dirige le pôle télécom du cabinet Lexine Alain Bensousson, avocat. Il intervient en conseil précontentieux et contentieux dans le domaine du droit de la protection de données à caractère personnel, du droit des télécoms, du droit bancaire boursier et entre autres aussi du droit de la dématérialisation. Frédéric Forster est vice-président du réseau international d'avocats Lexing. Il est co-auteur de plusieurs ouvrages qui traitent de la RGPD, de l'informatique, des télécoms, d'Internet, ou alors d'autres ouvrages, il y en a pas mal. Et puis un autre ouvrage aujourd'hui qu'on peut citer et qui est à très forte valeur ajoutée, c'est le Data Protection Officer, donc une position qu'on va fleurir dans une entreprise qui est extrêmement importante et qui traite de la privacy. Ou alors aussi, il a un autre ouvrage qui traite de l'IoT. Il est aussi chargé d'enseignement à Télécom Paris Tech et à l'Institut d'administration des entreprises, l'IAE de Grenoble.
Il a été primé à plusieurs reprises Best Lawyer dans la catégorie Technology Law en Europe, mais aussi par des supports médias américains. Merci Frédéric d'être parmi nous. Nous sommes très contents de t'avoir avec nous. Et donc, l'audience, je suis sûr qu'elle tirera le meilleur profit de la présence de Frédéric parmi nous. Naufel El-Heziti. Alors, Naufel est titulaire d'un Executive Economy and Finance de Harvard Business School de Boston et d'un DESS en ingénierie financière de Montpellier 1. Naufel est CEO du Global Business Delivery. Il intervient depuis plus de 22 ans en qualité d'expert international sur les projets de refonte des business models et des modèles économiques. C'est une question extrêmement importante que peut-être on va aussi en parler donc, dans cette full digitalisation. Les business scopes et les business models sont en train d'être secoués par cette vague du digital. Il a participé dans plusieurs projets structurants au Maroc, notamment le programme Émergence Maroc, ainsi que sur des projets à forte composante financière. Naufel a notamment aussi été consultant senior chez Mazars. Il a aussi été CFO Logica du Maroc et de l'Inde, directeur financier de la CGI, groupe CDG, directeur filiale et participation de la CGI, groupe CDG. Il est actuellement président national du Centre des jeunes dirigeants Maroc. C'est dans ce cadre-là que nous l'invitons pour aussi nous éclairer, nous illuminer par sa vision de ce qu'est le Future of Work. Voilà, donc il est président du CJD, il est aussi administrateur Maroc PME, de Lima et administrateur dans plusieurs sociétés, en plus d'être un conférencier international. Merci Naufel d'avoir répondu présent parmi nous. Nous sommes contents de t'avoir. Et donc, je passe, last but not least, Ari Van Benekoum. Ari is a pragmatic who embeds his pragmatism in structure, discipline, and common sense from his early days in the healthcare, military forces, up to where he is today. This eventually led to being one of the authors of Agile Manifesto. Over the years, Ari has become an expert on agile transformation and business agility. Ari is working as thought leader for Wemanity and IFAAI these days. At Wemanity, he is responsible for international transformation. Next to this work in Agile and Agile transformations, Ari lectured at Rotterdam, Amsterdam, and Utrecht on topics such as Agile, project management, business value, and Agile transformations. Ari developed the Agile Transformation Framework, ATM. His IP is to be found on 3wintegrated.agile.com and 3w.arivanbenekoum.com. His first book is about how to handle change and objectives as an individual. Another book about delivering business agility is coming soon. So we're grateful to see you, Ari, within and in the Assises de l'OSIM. It is the first time. It won't be the last. We are sure for that, and we're happy to have you with us. Alors, last but not least, parce que nous sommes aussi gratifiés par la présence du binôme millénial Mehdi Soufiane et Inès Lajraoui. Je rappelle qu'en marge de ce travail-là, et depuis 4, 5, 6 mois, nous avons préparé une enquête terrain maroco-marocaine sur The Future of Work. Alors, je rappelle, Mehdi Soufiane et Inès Lajraoui vont présenter les résultats de cette enquête. Mehdi Soufiane est élève ingénieur en deuxième année de l'école centrale de Casablanca, responsable design et communication au sein de la Junior Enterprise Centrale Casablanca, curieux de la nature. Son intérêt se porte naturellement vers les mathématiques, les sciences des données et l'économie. C'est également un passionné des sciences humaines, telles la sociologie et la philosophie. Il a également participé, entre autres, aux phases nationales de la compétition L'Oréal Brandstorm. Marhaba bik, Mehdi Soufiane parmi nous. Inès Lajraoui est élève ingénieur en deuxième année à l'école centrale de Casablanca. Ancienne enfant parlementaire, elle a intégré l'association humanitaire Rotaract, centrale Casablanca, poussée par sa passion de servir les autres. Elle est actuellement vice-présidente de la Junior Enterprise
centrale Casablanca. Elle fait partie de l'équipe féminine de basketball de l'école centrale de Casablanca. Marhaba bik Inès. Alors, je vais aussi nommer Si Omar Al-Ayashi, directeur du développement de la communication au sein de l'école centrale de Casablanca, sans qui cette enquête ne serait pas là aujourd'hui devant vous. Merci Si Omar pour ta contribution, merci pour ton leadership et merci d'être parmi nous. Abd Samad Limi est manager au sein de la Bourse de Casablanca et il est en charge du département IT Operations et donc il a aussi été project, on va dire, leader de cette enquête-là. Il a réussi donc à orienter donc nos étudiants et toute l'équipe qui est derrière. Il ne faut pas voir que Inès et Soufiane, il y a toute une équipe derrière qui a participé à l'élaboration de cette enquête. Donc Abd Samad, c'est grâce à Abd Samad Limi que nous sommes dans les temps. Et avec les résultats qu'on veut. Alors très rapidement, je vais passer le relais et donc le micro à Inès et Soufiane qui vont nous présenter les résultats très rapidement. Vous êtes challengés sur le timing, moins de 10 minutes. Donc on vous écoute. Inès, Soufiane, marhaba bikoum. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter les résultats de notre enquête intitulée The Future of Work. Cette enquête a été réalisée dans le cadre d'une collaboration entre l'OSIM et la junior entreprise de l'école centrale Casablanca. Ça ne se défile pas. Entre l'OSIM et la junior entreprise de l'école centrale Casablanca. Donc, notre travail s'est réparti sur 3 étapes. Sur 3 étapes essentielles à la réussite de l'enquête, à savoir ça ne marche pas. Donc, notre travail s'est réparti sur 3 étapes essentielles à la réussite de l'enquête, à savoir l'élaboration du questionnaire, puis le lancement de l'enquête et finalement l'analyse des réponses collectées. Donc, notre enquête nous a permis d'aller dans le détail sur une série de sujets, notamment les ressources humaines, les nouvelles technologies et nouveaux mondes digitaux et encore les offices et lieux de travail, et ce pour pouvoir analyser les 3 dimensions influencées par la digitalisation, à savoir le travail, la main-d'œuvre et le milieu de travail. Donc, commençons par les ressources humaines. Ça ne se défile pas. OK. Donc, 155 entreprises ont participé à l'enquête et les réponses ont été majoritairement de la part de grandes entreprises avec un pourcentage de 47%, voire la moitié des participants. 26% ont été de moyennes entreprises et encore 27% de petites entreprises ou encore des start-up. Parmi les secteurs, parmi la slide d'avant, parmi les secteurs représentés, on trouve... Non, la slide d'avant. Parmi les secteurs représentés, on trouve les banques et assurances, la finance, le conseil, l'industrie, l'énergie ou encore les technologies de l'information et le digital. Commençons par les ressources humaines. Que l'on parle du télétravail ou de la digitalisation des processus de recrutement, les professionnels RH ont vu leur méthode bouleversée et doivent être bien outillés pour répondre aux besoins et pour effectivement rester dans la course. C'est ainsi qu'une automatisation des processus de recrutement est nécessaire, vu la dominance prévue du freelance contre les CDI. De l'autre côté, non, la même slide. De l'autre côté, l'essor de l'intelligence artificielle ou encore la digitalisation nous ont permis de savoir que
que les méthodes sont bouleversées et effectivement, les entreprises sont menées à s'emparer des technologies, mais ils doivent tout de même apporter leur vision à l'une des questions les plus importantes et qui est celle de l'articulation entre leur force de travail et les machines. Et dans ce sens, les formations académiques actuelles sont largement améliorables pour répondre effectivement à ces besoins. Sur la partie adaptabilité organisation, on peut dire que les entreprises sont conscientes de la nécessité de repenser leur structure afin de s'adapter aux changements technologiques qui se profilent. Pourtant, pour la majorité d'entre eux, le défi principal et majeur, c'est l'agilité et encore la capacité à s'adapter à la transformation digitale et donc celui de la formation. Le progrès technologique nous interpelle alors et nécessite alors des profils qui sont de plus en plus qualifiés et capables de s'adapter en permanence. Et donc, cela nécessite bien évidemment des qualifications et des compétences purement marocaines. Prochaine slide, s'il vous plaît. Test, test. Ouais, ça marche. Merci Inès. Maintenant, on va passer à la prochaine thématique, les nouvelles technologies et nouveaux mondes digitaux. Alors, comme vous le savez tous, les nouvelles technologies se sont développées de manière explosive et exponentielle durant ces dernières années, ce qui fait que les robots, notamment le domaine de la robotique, ce qui fait que les robots pourront techniquement remplacer les humains dans les entreprises, dans les deux sens du terme. Toutefois, les entreprises estiment cette transition peu probable. Uniquement 42% des entreprises estiment que les robots pourront constituer une vraie compétition, une rivalité pour les humains. Et effectivement, ils estiment que les humains ont un élément unique, une valeur ajoutée, une touche humaine que n'importe quel robot, quelque sophistiqué soit-il, ne pourra remplacer ou substituer. En effet, les humains ne sont pas la simple somme de leurs capacités physiques et cognitives. Par contre, quand on change un peu la question, 67% des entreprises estiment que les robots pourront assister les humains dans leurs tâches de façon à avoir le meilleur des deux mondes. Maintenant, on va... la même slide, non. La première slide, s'il vous plaît, toujours dans la première slide. Oui, c'est ça. Maintenant, on va parler de l'impact de l'intelligence artificielle et de la digitalisation sur l'âge de retraite. Grâce aux développements médicaux, on voit que l'espérance de vie moyenne dans le monde augmente d'année en année. Donc, il est totalement légitime de se demander si l'âge de retraite aura une évolution similaire. Pour l'anecdote, vous savez tous que les femmes vivent plus que les hommes. Exactement, une femme en moyenne vit 5 ans de plus qu'un homme. Alors que l'âge des retraites pour les deux sexes est le même. Ça laisse à penser un peu. Quant aux entreprises, 56% des entreprises ont estimé que la digitalisation et l'intelligence artificielle auraient un impact sur l'âge de retraite. Il serait aussi intéressant d'analyser et d'étudier si le télétravail aura un effet similaire. Pourquoi? Parce que quand on travaille à distance, déjà on est dans de meilleures dispositions. Les allers-retours vers le travail, les navettes, etc. sont supprimés, donc ça nous met dans de meilleurs états physiques, mais surtout mental. Donc, ça pourra repousser justement cet âge de retraite. Prochaine slide, s'il vous plaît. Prochaine slide. Ah, c'est bon. Toujours dans la thématique, Toujours dans la même thématique, on a essayé de changer de ville. Au lieu de parler de robots, on a demandé aux entreprises si maintenant l'intelligence artificielle pourrait éradiquer des métiers. Et effectivement, quasiment 80% des entreprises ont répondu oui. Ce qui montre que l'intelligence artificielle est un danger immuable pour the future of work. Celui-là,
Comme je disais, quelques millions de personnes pourraient se retrouver à la porte du jour au lendemain à cause de l'intelligence artificielle. Donc, il va falloir trouver une solution à ce problème très rapidement, vu la vitesse fulgurante du développement des domaines comme l'intelligence artificielle, le machine learning, etc. Maintenant, on va parler de métavers. Alors, le métavers, c'est le sujet d'actualité par excellence. Pourquoi? Parce que grâce à ces très potentiels divers domaines d'application, mais aussi parce que le Big Five y est très lourdement impliqué. Google, Amazon, Meta, etc. Non, pas encore, s'il vous plaît. Naturellement, 72% des entreprises ont estimé que le métavers va impacter le monde professionnel. Par contre, uniquement 49% ont estimé que ça va totalement changer notre réalité. Alors, de ce différentiel de pourcentage, on peut comprendre que les entreprises jugent que le métavers atteindra le monde professionnel, il aura un impact. Par contre, cet impact ne sera pas totalement révolutionnaire ou radical. Il ne va pas changer les fondements et les bases du monde du travail. Prochaine slide, s'il vous plaît. Finalement, on va parler des lieux de travail et des offices, sujet très important dans la thématique du travail. Pourquoi? Parce que offrir aux employés des lieux de travail où ils se sentent à l'aise, où ils sont dans leur zone de confort, où la communication avec leurs collègues est plus ou moins facilitée, ne les met pas uniquement dans de meilleurs états d'esprit, mais ça augmente le rendement et la profitabilité de l'entreprise en général. Comme vous le savez tous, avec la pandémie, il y avait une sorte de vague de digitalisation dans le monde professionnel. On a vu la naissance d'un nouveau type d'office ou de lieu de travail qu'on appelle office virtuel, tels que Teams, Zoom, etc. Avec ces développements technologiques très rapides, on se demande dans le futur, est-ce qu'on aura toujours besoin d'office physique? Les entreprises sont à moitié départagées sur la question. 52% estiment qu'on n'aura plus besoin de salles de réunion physiques. 47% disent que littéralement les locaux physiques sont susceptibles de totalement disparaître. Mais finalement, ça dépend plus du type du métier. Par exemple, un hôpital a besoin de beaucoup plus d'interactions directes, de contacts humains que, disons, une entreprise de software. En définitive, en guise de conclusion, il semble que vous êtes assez optimiste, assez susceptible quant à la digitalisation et des développements technologiques, mais pas que. Vous savez que ça va être accompagné de défis structurels et organisationnels, et vous êtes prêt à relever ces défis. Prochaine slide. Nous vous remercions sincèrement pour votre attention et nous sommes impatients d'assister au débat. Très bien, merci Sofiane et merci Inès pour votre prestation. En dépit donc des soucis techniques que nous avons eus. Yes, exactly. And oui. Ça remonte à hyper longtemps. Je n'arrive même plus à me rappeler de ma dernière déconvenue de mon Teams en termes de micro ou d'image. Bon, voilà, comme quoi le monde physique a encore peut-être aussi à apprendre du monde du digital. Et donc, on aurait pu le faire à travers Teams. Ça aurait été plus intéressant. Bon, on peut régler les micros. Comme ça, on n'a pas de soucis avec nos intervenants. Très bien. Alors, je vais demander à nos intervenants, et par ordre, donc Naufel, Frédéric et Harry, vos impressions, vos premiers feedbacks par rapport à ce qui vient d'être dit et affiché par Sofiane et Inès. Merci Saad, merci Lozim pour cette invitation. C'est avec un immense plaisir en fait d'intervenir aujourd'hui dans un sujet assez intéressant comme The Future of Work. Alors, je vais être un peu rapide parce qu'on va développer par la suite. Il y a un mot que j'ai envie d'utiliser, il y a des évidences qui font taire des silences. Je crois que si je prends la première question sur est-ce que demain le travail va être dans le digital, do you need to be together to do our job. Je crois, là, on n'est pas en train de confirmer une tendance. On est vraiment en train de confirmer un changement de paradigme radical dans le travail. La seule nuance, c'est que dans la question, nous sommes en train de parler du futur.
À vrai dire, il fallait peut-être reformuler la question. Ce n'est pas le futur, c'est l'avenir. On ne sait pas dans le futur comment on va travailler. Est-ce que vraiment cette tendance est définitive? C'est que dans le futur, la temporalité du futur, elle est un peu loin que l'avenir. L'avenir, on le vit, hein, et nous sommes en train de vivre une réalité, c'est que 90%, en fin de compte, nous sommes dans le télétravail. Et donc, la vraie question qu'on va se poser à un certain moment, c'est que, est-ce que définitivement, dans le futur, on va être dans le télétravail ou l'homme, l'humanité, décidera autrement? Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça confirme aussi mes inquiétudes. En fait, je peux comprendre, nous sommes dans un monde digitalisé, robotisé, industrialisé, automatisé. Et si on gratte un tout petit peu, on se posera une question du sens. Pourquoi tout ça? Pourquoi on veut digitaliser? Pourquoi on veut automatiser? Je prendrai deux prismes. D'abord, augmenter la productivité. On va y aller sur ce sujet-là. Mais certainement, il y a un sujet, c'est qu'on veut gagner du temps. On veut avoir plus de temps. Si tout va être digitalisé demain, si tout va être automatisé demain, c'est qu'on va gagner du temps. Et la vraie question que je pose aussi, et je la pose à Saad pour les autres assises, ce n'est pas seulement le futur du travail, mais la prochaine fois, c'est the future of time. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps qu'on va dégager une fois que tout va être digitalisé, tout va être automatisé? Qu'est-ce qui reste à faire? Voilà, ça c'est le retour que je peux avoir à partir de cette enquête, que je remercie les étudiants qui ont travaillé sur cette enquête. Voilà. Merci de cette invitation. Je me joins aux remerciements qui ont été formulés. Et merci aussi pour cette étude qui est extrêmement intéressante. Alors, qui évidemment aborde des sujets qui sont des sujets dont le périmètre est extrêmement vaste. Vous avez parlé du télétravail, vous avez parlé de la robotique, vous avez parlé de l'intelligence artificielle, vous avez parlé du métavers, vous avez parlé de tout ce qui fait l'actualité aujourd'hui, des nouvelles technologies, et qui fait, je n'ai pas parlé de futur, je parlais d'actualité des nouvelles technologies. Et Future of Work, moi, je n'étais pas très d'accord avec cette idée du Future of Work, parce qu'on y est. On y est. L'intelligence artificielle, on y est tellement qu'au niveau européen, par exemple, il y a un projet de règlement européen qui est en train d'être discuté pour réglementer les conditions dans lesquelles l'intelligence artificielle va pouvoir être déployée, parce qu'on sent bien qu'il y a un risque majeur pour les libertés fondamentales, qu'il y a un risque majeur pour l'humanité et les relations que nous entretenons les uns avec les autres, si l'intelligence artificielle s'immisce dans les rapports que nous entretenons les uns avec les autres. Et donc on a un législateur qui est en train de réagir et qui est en train d'adopter un règlement sur l'intelligence artificielle qui s'inspirera beaucoup en termes de concepts, en termes de règles à mettre en œuvre, du règlement général sur la protection des données à caractère personnel que vous connaissez tous sous le nom du RGPD. Les robots, nous juristes, ça nous interpelle aussi, les robots, mais les robots, ça existe aussi déjà. Les voitures intelligentes, les trains autonomes, les systèmes prédictifs de maintenance dans l'aviation. Tout ça, ce sont des éléments qui utilisent déjà des technologies extrêmement élaborées et qui, d'une certaine manière, vont remplacer l'humain dans toutes les tâches qui sont les tâches les plus répétitives, les tâches les moins valorisantes ou celles dans lesquelles il a le moins de valeur ajoutée. Reste que, pour l'instant, les robots ne sont pas très intelligents. Les voitures, elles sont autonomes, sous réserve qu'il y ait un conducteur quand même derrière le volant. Le problème est de savoir à quel moment le robot dépassera l'homme, et à ce moment-là, effectivement, on pourra se poser la question de savoir si, par exemple, il faut donner une personnalité juridique au robot. Le robot qui a pris la décision de renverser des personnes qui sont en train de traverser la rue
parce que s'il voulait les éviter, il aurait renversé des enfants qui étaient sur le trottoir. Reste que les personnes ont été renversées. Et la décision a été prise par un robot. Alors on pourra toujours dire, derrière le robot, il y avait le programmeur, derrière le programmeur, il y avait celui qui a commandité le logiciel, très bien. Mais reste que, il y aura bien eu un acte qui, sur un plan juridique, a une portée extrêmement importante. Ça fait partie des défis auxquels on est en train, nous, juristes, de réfléchir. Et puis sur le télétravail, il y a une expression que j'aime beaucoup, un concept que j'aime beaucoup, qui est apparu pendant cette période de pandémie. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le concept de l'ATAWAD. Anytime, Anywhere, Any Device. A-T-A-W-A-D. Et finalement, c'est ce qui nous est arrivé. On a travaillé un peu quand on le voulait, anytime. On a travaillé où on le souhaitait, anywhere. Et puis on a travaillé avec des outils qui parfois n'étaient pas ceux que notre employeur nous a mis à disposition. On a travaillé avec notre téléphone, avec notre tablette, avec any device. Et ça, en droit du travail, par exemple, c'est extrêmement problématique. Anytime, qu'est-ce qu'on fait du droit du travail? Qu'est-ce qu'on fait du contrôle des horaires? Qu'est-ce qu'on fait du partage entre la vie privée et la vie professionnelle? Anywhere, quel droit applique-t-on à celui qui a décidé pendant le confinement de partir du Maroc pour aller à Bali, parce que c'est vachement mieux à Bali? Oui, mais d'accord, mais le droit du travail, il ne s'applique pas de la même manière à Bali. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a un. Et any device, pour tous les responsables informatiques qui sont dans cette salle, la plus grande crainte, c'est la sécurité et c'est les violations de sécurité. Violations de sécurité sur les données de l'entreprise, sur les secrets de l'entreprise. Et on y est aujourd'hui aussi, ce n'est pas du futur. Comment est-ce qu'on met en place un écosystème juridique, réglementaire, qui permet effectivement de prendre en considération anytime, anywhere, any device. Okay, so I cannot connect to what you said because I have no clue what you talked about, okay? That's number one. I trust you, I trust you, I trust you. But I cannot connect to it, eh? It's true. I trust completely, completely. So regarding the presentation, I have a similar problem. You know, I have to read and translate, so I didn't get anything out of it. So I want to take out one thing that I saw, if I'm correct, was okay, that you asked the question, do you think, you know, that in the future your job will be impacted in general by robots or any kind? And I was surprised that it wasn't, say, 100%. Because everybody's job will be impacted in the future. You know, when you look in the time back, like what, 100, 120 years ago, if you look at the number of jobs, the type of jobs that we have today, 95% of the jobs didn't exist 120 years ago. If you look from that 500 years before, the same numbers, right? And of course that changed 100 years ago, started by the Industrial Revolution. And we talk now a lot about artificial intelligence, and of course it's coming up, not without the risk, because there is already one publication that two very smart robots started talking to each other and developed their own language. So they were shut down by the ones who built them. We thought, this is going to be dangerous, right? So with artificial intelligence, we're not yet there. But if you look at the 70s and the 80s, when we were young, right? In the 70s and the 80s, we got people that were, you know, with the unions, and people would be afraid that their jobs would be taken by the machines. Yeah, no, their jobs were not taken. Those jobs could now be done by machines, and the machines were brought in with human intelligence, not artificial intelligence. And out of that, new jobs evolved. And we have the same situation now, right? The intelligence is becoming, more, let's say, more intelligent. So that's what's happening now. And that means that we can see two things. Yeah, it's an ongoing process. We knew this. That's what innovation does. But at the same time, that pace of innovation goes up so dramatically that it means that the jobs that we have today, you know, in the past, 100 years ago, when you were a farmer or when you were a welder, okay, you know, you could do that for the rest of your life. If you have a job today, that job might be there for,
10, 15, 20 years and then be gone because of the intelligence that we have developed as mankind, right? That we started. So the point is not, is it going to happen? Yes, it's going to happen. The question is, are we open to it and are we ready for it? I was talking just before the start of this talk to people who are in recruitment. What does it mean for job profiles? What does it mean, for education? What does it mean for an organization to have your people now on board doing jobs that might become obsolete? Instead of firing them, keep their knowledge and keep their experience. How can I make them evolve in the way we work? And I think that's the process where we're going. I'm not afraid of it. I'm close to my retirement, so maybe that helps, right? But the point is, it's a given fact. You can't escape it. Just embrace it and see how you can take it on. I think that's the challenge that we have. Because in the same conversation just before the start, I said, when it comes to change, people don't like change. There is sort of a statistic that says, like 98% of the people don't like change. People like to stay in the comfort zone. The comfort zone is gone. That doesn't exist anymore. If you stand still, you will get behind. That's what we need to understand. And I'm quickly checking in the room now. I'm 58, so I can say this. When it comes to change, the worst ones are guys over 50 years with gray hair and a beard. They are the worst ones when it comes to change because they have been in that, maybe in the same company for 20, 30 years or more, and they try to keep that comfort zone. And maybe until 2022 that was sort of possible. Today, in your career time, you will have to leave your comfort zone multiple times to stay valuable to your organization. And that's what we need to realize. Thank you, Harry, and thank you for that wonderful thoughts. And ça me tend une perche pour donc encore une fois interroger notre ami Naufel et de rebondir sur ce que disait Harry quand il parlait de cette comfort zone. Alors, comfort zone pour l'individu, mais aussi pour l'entreprise. Alors, entre-temps, sur ces 3 dernières années, comme cela a été dit, donc Covid est passé par là. Est-ce qu'on va rester dans cette comfort zone post-Covid ou est-ce que Covid n'est qu'une, on va dire, cette vague passagère et très vite on va revenir à nos habitudes d'antan? Comment tu vois, Naufel, donc justement ce new era, new norm, qui nous a en fait poussé à adopter un certain nombre d'habitudes, comportements Covid, mais peut-être post-Covid, est-ce la nouvelle vague d'une nouvelle culture ou est-ce que très vite en fait on va oublier et revenir sur donc justement une comfort zone pré-Covid? Par rapport à cette question, je crois que c'est extrêmement intéressant de faire une lecture historique d'abord pour comprendre le contexte. Vous savez, à chaque fois que j'essaye en tout cas de contempler l'évolution du monde, ce monde que j'estime rythmé par l'urgence, l'indécision, le tâtonnement, à chaque fois que j'écoute les différents intervenants, comme c'était le cas aujourd'hui, je prononce la même phrase. Le monde a changé. Le monde a changé, un nouveau monde est apparu, mais l'ancien tarde à disparaître. Il disparaîtra lorsqu'on va liquider toute une génération d'abord, avant d'arriver à la pandémie. L'ancien tarde à disparaître, le nouveau a du mal à éclore. Et nous sommes basculés ou bousculés par la pandémie. Nous sommes ballottés d'une crise en crise. À chaque fois, je m'arrête sur la crise pour dire ce qui m'intéresse sincèrement, ce n'est pas la crise elle-même, mais plutôt la profondeur de cette crise. Si on se pose la question, elle nous creuse jusqu'à où cette crise ? Elle nous creuse jusqu'à l'os, elle nous creuse jusqu'à l'autre, ou elle nous creuse jusqu'à l'âme. Un monde complexe, composé, qu'on vit, qu'on ressent, où les défis sont à la fois pluriels. Donc nous avons devant nous tout un boulevard pour penser et repenser l'avenir de l'humanité, dont le travail est une composante extrêmement intéressante. Alors, penser le futur du travail m'amène à faire plutôt une rétrospective parce que pour comprendre la transformation dans le travail, il faut comprendre d'abord en fait le processus historique. Et aussi parce que effectivement, je veux absolument sortir du débat sur la pandémie. Je suis convaincu que la pandémie n'a pas du tout changé les paradigmes dans le travail. La pandémie, elle a fait 2 choses. Elle a abîmé et par la suite, elle a accéléré. D'abord, elle a abîmé un lien
un lien très important entre le travail, l'environnement du travail et l'effort. Et par la suite, elle était utilisée d'une manière très opportuniste comme un catalyseur vers les différents changements. Par contre, je reste convaincu que la révolution numérique, c'est elle qui a changé en fin de compte les paradigmes du travail. Cette révolution pour laquelle les auteurs et les chercheurs se cassent la figure aujourd'hui pour savoir est-ce que c'est la 3e ou la 4e révolution la plus importante de l'histoire de l'humanité, elle a 2 caractéristiques majeures dans le travail. D'abord, c'est une révolution sans croissance. Les chiffres en attestent. Il y a une enquête qui a été réalisée par The Guardian, qui a été reprise par Yale University, et qui montre que ces digital natives, les bébés de cette révolution, vivent en dessous du niveau national de leur pays respectif. 90% de la population mondiale n'a pas connu une évolution de son pouvoir d'achat les 30 dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord qu'on est en train d'assister à un changement de paradigme dans le travail. Jusqu'à présent, la notion de la croissance était intimement liée à la notion du travail. La deuxième caractéristique intéressante, c'est qu'avec la révolution numérique, l'homme dans le travail, il est à la fois un levier, mais aussi il est la masse à soulever. Ce qui fait toute la différence entre les différentes révolutions. Et ces changements de paradigme, ça se cristallise de plus en plus, en fin de compte, avec la nouvelle génération. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important pour contextualiser. Nous sommes en train d'assister à un changement de fond, avec des causes qui sont avec une situation qui est multicausale, qu'on peut le traiter sur plusieurs prismes d'ailleurs. J'ai envie de traiter 2 prismes importants, pour aussi sortir de la technicité, parce qu'il n'y a pas que de la technicité dans tout ça. Il y a d'abord le prisme sociologique. Alors, sur un plan sociologique, et là je parle du travail, de la sociologie dans le travail, pas en termes des individus, mais plutôt en termes de la société, d'abord, il faut savoir que dans le travail, et ça on le dit rarement, on le dit rarement parce que c'est un non-dit, nous sommes dans l'intensité du moment présent, nous sommes dans la technicité. Il faut scaler tout de suite maintenant. C'est qu'en fin de compte, dans le travail, nous sommes en train de vivre quelque chose qui s'appelle le deuil. Alors le deuil de quoi? C'est le deuil d'abord de la société industrielle, la société agraire. Cette société qu'il faut savoir qu'elle est, à un certain moment, jusqu'à les années 90, elle était détestée par nos parents et par nos grands-parents, parce qu'elle était similaire à quelque chose qui s'appelle la répétition, le travail dans la chaîne, l'industrie, le fordisme, le taylorisme. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est une société hiérarchique et c'est une société obéissante, c'est une société verticale, mais elle avait dans le travail une qualité majeure. Elle était inclusive dans le travail. Ingénieur, contremaître, comptable, financier, marketeur, tout le monde s'appartenait au même corps social. Le rapport entre le travail, la rémunération et l'amélioration de vie était respecté en fin de compte. Et qu'est-ce qu'on produisait à l'époque? On produisait un bien industriel. Et on se rappelle tous, nos grands-parents, nos parents, lorsqu'ils achetaient à l'époque une machine à laver ou une télé, on était content. En fait, on était content parce qu'on était en train de voir quelque chose qui se réalisait devant nous. C'était cette promesse, j'ai envie de dire cette prouesse qui est liée à la fois au travail et au progrès. Donc, c'est 2 choses importantes qui étaient avec la révolution industrielle jusqu'à les années 90. Pour basculer vers la société numérique, cette société algorithmique, j'ai envie d'utiliser une expression qui s'appelle la pensée causale. La pensée causale, elle a été développée par Daniel Kahneman, prix Nobel en 2002 sur l'économie comportementale. Il faut savoir que la révolution numérique, au-delà de la technicité, elle vient pour apporter un espoir, ce qu'on appelait à l'époque le grand espoir du XXIe siècle qui a été développé par Forstier. En fait, cette révolution numérique, au début, elle voulait nous faire sortir d'un travail dur vers un travail d'une société qui va être émancipée, qui va être libérée et qui va être plus humanisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une société de service en fin de compte. Et dans le service, dans la société du service, le travail, c'est que l'homme, il va s'occuper de l'homme à travers la technologie. Jusque-là, on peut dire que la révolution numérique, elle avait
en fin de compte, un objectif qui est très noble, en fin de compte. C'est l'homme qui va s'occuper de l'homme et on va utiliser la technologie. Mais, alors dans l'histoire humaine, il y a toujours un mais quelque part. Mais il y a eu un virage, en fin de compte. Au fil des années, il y a eu un virage dans le travail. C'est qu'au lieu, dans le travail, qu'on commence à s'occuper des humains, on va commencer à s'occuper des données de ces humains. Et petit à petit, c'est toute la logique de l'algorithmique qui va prendre, en fin de compte, toute la place. Et en fin de compte, lorsqu'on prend juste un peu du recul, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le même parallélisme, il est en train de se passer aujourd'hui. Si, avec nos grands-parents, nos parents, ils travaillaient dans la chaîne, mais c'est le corps qui était taylorisé, aujourd'hui, on est en train de travailler, cette fois-ci, en ligne. Mais cette fois-ci, ce n'est pas le corps qui est taylorisé, c'est la psyché qui est taylorisée. En fait, ce virage, le plus dangereux dans ce virage, dans le futur du travail, c'est ça, en fait, de compte, le vrai débat pour moi, c'est que la relation avec autrui, elle a été réduite au strict minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on est en train de laisser en fait la place aux algorithmes, mais demain, il y a un équilibre quelque part. On ne peut travailler qu'avec les vivants. En fait, le digital doit être au service de l'homme demain, et non pas le contraire. J'ai écouté en fin de compte les interventions ce matin. Je vous dis sincèrement, c'était des interventions brillantissimes, sans aucun doute. Mais je vais le dire en arabe, en fin de compte. Il y a quelque chose qui cloche dans le débat. Il y a un sujet qui manque. En fait, l'homme n'existe pas dans ce débat digital, en fin de compte. En fait, à vrai dire, on n'arrive pas à creuser, en fin de compte, elle est où la place? J'ai envie de dire une phrase qui est pour moi, en fait, c'est ma lutte dans le chaque jour, en fait, dans ce que je suis en train de dire. L'homme, c'est un corps et un esprit. La machine, elle est ni l'un ni l'autre. Il faut que le débat soit clair, en fin de compte. Demain, en fin de compte, est-ce que les machines... C'est pour cela, en fin de compte, est-ce que demain, la machine, elle va prendre toute place? Peut-être. Mais en fin de compte, reposons la question, est-ce que humainement, c'est quelque chose qui est acceptable par l'homme? Deuxième prisme qui est intéressant pour moi, c'est l'accélération générationnelle, en fin de compte. En fin de compte, il faut dire qu'on s'aperçoit que cette génération, que je considère une génération extraordinaire, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je m'adresse à vous, ce que j'aime beaucoup, c'est une génération d'abord qui est en train, en fait, on s'aperçoit qu'elle entretient un rapport complètement différent, en fin de compte, par rapport à sa précédente, en matière de travail. Le travail n'est plus l'étoile polaire. On n'est plus dans un rapport du statutaire dans le travail. En plus, c'est une génération qui a changé complètement son rapport vis-à-vis de l'entreprise. Parce que si avant, l'entreprise était, disons-le, était un moyen, ça veut dire, je m'engage dans une entreprise en contrepartie de la sécurité et de l'employabilité. La nouvelle génération, c'est une génération, en fin de compte, qui cherche à avoir du sens. Elle demande aux entreprises qu'elles leur permettent de grandir en tant qu'hommes et femmes. En fin de compte, c'est une génération aujourd'hui qui se pose la question, est-ce que je suis utile dans le travail? Si j'ai 22 ans aujourd'hui et vous voulez que je vous donne mon temps, vous voulez que je vous donne mes 8 heures, vous voulez que je vous donne ma compétence, vous voulez que je vous donne mon énergie, pourvu que je sois utile dans cette entreprise. Si demain je rentre en concurrence avec l'IA, je parle de vous, I'm working about the IA. Si demain, en fin de compte, ce robot, il va substituer en fin de compte à cette génération, je me pose la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vais conclure avec, c'est une demande en fait, je vais conclure avec une phrase. Je sais que dans le CJD, nous travaillons beaucoup sur le logos. Plutôt je rêve, cette fois-ci je vais le dire, je rêve que l'OSIM et le CJD travaillent sur le nouveau logos générationnel, et ça c'est un sujet qui est extrêmement important et qui est lié au futur du travail. Je vous remercie. Merci Naufel pour ce call et pour cette brillantissime intervention. J'avais envie de faire durer encore le bonheur de t'écouter, mais bon, on se donnera un peu plus de temps plus tard pour donc justement parler de toutes ces questions-là. Et donc justement, et je rebondis sur ce que tu disais dans cette relation entre les humains et demander à Harry. Donc aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la chance d'avoir Harry Benekoun qui est signataire de l'Agile Manifesto. Donc tous ceux qui utilisent de l'Agile savent ce que c'est
And I would like to ask Ari, today, and since Agile is something like making the relationship between a provider and a customer or a client, the relationship stronger. So in this distancial world where we're using, could we talk about a disruptive Agile, or something like Agile 2.0, or maybe the Agile we're using now, the way we're agiling, is totally aligned with the way the work is going ahead. So what's your thoughts about that, especially Agile and the future of Agile instead of future of work? Well, if we take the whole thing here, we all know that technology is becoming more important and will never become less important, right? So that's in a growing process. So that means that the connection between whatever you do in technology is there. So what Agile is working on is, okay, so we have someone who needs someone, we have someone who makes it, and we bring them closer and closer because that will make the delivery cycle shorter. Exactly. And that's on let's say on the business side of things, on the human side of things. That's already a big thing. You know, that kind of transformation is for a lot of organizations not easy because we are used to working that cascaded waterfall way of working. Now, with Agile, you bring people together, you bring them literally at the table to make sure that they can overcome a lot of inefficiency hurdles. But at the same time, we have the situation still going on that at one moment in time, you need to bring that technology into production, you need to bring it live. And what you see is that technology will make a major jump forward in the future. You know, the so-called low-code or zero-code platforms. Jean-Marc Lejeune this morning mentioned from the Gartner the composable solutions, Yes. right? Composable applications. All right. It's inevitable. What composable applications will mean is that the business people who need something and the development people who make it, they will be, depends on how you look at it, but I could say more apart. So you have the business people because they use the low-code or the zero-code platforms where they don't have to talk to developers anymore. The developers just make sure that the digital factory is ready and the composable elements are there. And people will much more be able in that business environment that they have to do it, quote unquote, themselves. Right? So that's what technology will bring. I don't know if I'm answering your question. Agile is the mindset that we need to move forward. Yes. Because otherwise, it will take too long and we don't have this time because of the pace of innovation. And what the future will bring and what we need is that technology in the terms of going to operations, going live and being in production, and that needs to be faster because we still have a lot of problems there. Not with the new startups, those are okay, but the old organizations with the monolith solutions, they are struggling to get that fixed. And that's where technology will be the next, 5, 10 years. Wonderful. Yeah, will absolutely be important. And that will bring in new jobs, Yes. new roles, absolutely. New Thank type you. of jobs. Thank you, Ari. Thank you very much. Merci d'applaudir Ari. For sure, is just an appetizer, and I'm sure you have a lot to say, and we'll go deeply in those subjects for sure in the next events with OSIM, and maybe we will invite for sure. We'll invite you and maybe listen deeply to those subjects and maybe challenge the ideas with the audiences. Alors, je me tourne vers Frédéric. Et là, en fait, en tant que, avec votre casquette juridique, en tant que juriste, la réglementation, est-ce que aujourd'hui, on voit la réglementation comme étant un enabler de l'innovation, ou alors est-ce que c'est sûr, alors c'est le cas aujourd'hui au Maroc, hein, on court derrière la réglementation, à la changer, à l'aligner sur le comportement, les besoins des entreprises, etc. Donc, est-ce que dans l'avenir, on aura toujours justement ce paradigme d'avoir une réglementation little bit lagging behind, mais peut-être aussi attendre d'elle qu'elle soit un enabler de l'innovation? Comment tu vois en fait justement cette question de l'innovation dans la facilitation de ce future of work dont tu as parlé Ari et dont tu as parlé Naufel? C'est une question difficile parce que je pense que là aussi, on est à la croisée d'un chemin. Il
j'ai l'impression que la réglementation aujourd'hui arrive à mieux anticiper qu'elle ne le faisait par le passé, qu'elle est moins suiveuse qu'elle ne le faisait par le passé, et que les législateurs sont de plus en plus entourés de personnalités, de conseillers, de personnes qui, comme Harry, comme vous, Naufel, ou comme d'autres, réfléchissent au futur et réfléchissent aux nouvelles technologies pour implémenter des règles qui soient à la fois souples, qui soient pérennes, et qui, me semble-t-il aussi, cherchent à protéger plus qu'avant les libertés fondamentales des personnes. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un danger latent à voir se développer la robotique, à voir se développer l'intelligence artificielle, que ces deux technologies, pour ne parler que d'elles, et je ne parlerai pas du métavers, qui pose tout un tas de problèmes aujourd'hui, et heureusement, les juristes y réfléchissent en même temps que les technologies évoluent, donc on est à peu près sur le même rythme d'anticipation et de réflexion, mais on voit bien que ces deux technologies que j'évoquais tout à l'heure sont des technologies qui pourraient constituer des menaces pour l'homme. Et donc, les réglementations aujourd'hui, me semble-t-il, sont des réglementations qui ont plutôt comme objectif, certes d'accompagner et d'encadrer juridiquement le développement de ces technologies, mais de ne pas oublier l'impact qu'elles pourraient avoir sur l'humain. Si on prend la réglementation sur la protection des données à caractère personnel, tout à l'heure, on disait que les données étaient devenues évidemment une source de revenus considérable, que ce n'est plus le travail de nos parents et de nos grands-parents que l'on valorise, mais c'est la valeur des données qu'ils ont produites. Et c'est bien le business model aujourd'hui de l'Internet et des géants de l'Internet n'est fondé que là-dessus. Reste que un business model fondé là-dessus, on sent bien, et on le vit tous, que c'est un business model qui est hautement attentatoire aux libertés individuelles. Effectivement. Donc le RGPD, il n'est pas là pour protéger les entreprises, il n'a jamais été fait pour ça, il est là pour protéger les libertés individuelles. Et la réglementation sur la protection des données, elle sert à ça. La réglementation que j'évoquais tout à l'heure sur l'IA, le règlement européen sur l'intelligence artificielle, il est construit avec la même perspective, protéger l'humain. Les deux dernières directives qui viennent d'être publiées, la dernière a été publiée aujourd'hui, la directive sur les plateformes électroniques et la directive sur les services électroniques, DMA, DSA, elles ont également comme objectif d'éviter que les technologies, et derrière les technologies, les promoteurs de ces technologies, je me rappelle aux dernières assises de l'OSIM, je crois, un des intervenants avait fait observer que Google était plus puissant que certains États dans le monde. Je ne suis pas sûr qu'on veuille ça. Et donc, ces deux directives, DMA, DSA, elles sont là pour éviter la construction de ce genre de géants. Là encore, dans la perspective de faire en sorte que l'humain conserve une place et que l'humain ne soit pas complètement mangé par le développement de ces technologies. Et ça, je trouve que c'est une évolution de la réglementation qui est très récente. Elle doit avoir peut-être une petite dizaine d'années. Et c'est une prise de conscience que le législateur, qu'il soit national ou européen, je parle de l'Europe que je connais bien, national ou européen a prise ou a eu, et qui est une prise de conscience dans le sens de l'accompagnement, plutôt que dans le sens de l'interdiction,
dans le sens de l'accompagnement, dans le sens de la protection des libertés fondamentales, plutôt que dans le sens de la création de conditions juridiques favorables aux entreprises et au développement des technologies. Merci Frédéric, merci à nos intervenants. Alors, on va faire une petite entorse à la programmation et on va profiter de la présence de Madame Selmajnien, qui est une experte qui travaille avec un certain nombre de multinationales marocaines, mais aussi internationales, et donc qui va nous parler, alors au vu de tout ce que nous avons entendu de nos imminents intervenants, j'ai envie de poser la question, toi qui es dans la pratique, how to go, et puis concrètement sur le terrain, quels sont les principales, on va dire, key points à mettre en place, mais aussi facteurs clés de succès pour donc justement aller sur ce nouveau mode de vie et de travail. Tu as 3 minutes au lieu de 7 que je t'avais promises. Merci beaucoup. Merci Cissed. Bravo aux panélistes pour le débat très passionnant, très riche, ainsi que la junior entreprise. Effectivement, notre relation au travail, notre relation au temps, notre relation avec les autres et avec les espaces a complètement changé. Donc aujourd'hui, au Maroc, on vit une réelle dynamique, une dynamique de changement, de transformation. Mais la transformation, elle se fait pas à pas, et principalement due aux grandes tendances que vous avez citées, l'arrivée des millennials, donc vous l'avez mentionné, ils viennent, ils sont là pour secouer un peu les codes, et tout ça a un impact sur l'expérience, je dirais l'expérience collaborateur. Donc aujourd'hui, les départements RH travaillent sur toute l'expérience collaborateur pour pouvoir revoir le onboarding, l'évolution de carrière et toute l'expérience de ces jeunes-là. La deuxième grande tendance est le changement d'usage et de comportement. Donc là encore, la technologie, elle vient comme élément de réponse. Et puis la mobilité, vous l'avez dit, travailler anywhere, any place et any device. Tout ça fait que on vit une réelle transformation, réel changement. Donc concrètement, pour répondre à la question de Cissed, je dirais le mindset, donc la culture. Je pense que le message de monsieur a été très clair, c'est que l'humain au centre. Ça a été dit aussi par les jeunes de l'école centrale. L'intelligence artificielle n'est pas là pour remplacer l'humain, au contraire, pour pouvoir servir l'humain. Et donc, il faudrait investir sur les compétences du futur qui sont autour de l'empathie, parce que ça, c'est irremplaçable, autour de l'intelligence émotionnelle, autour de la créativité, du problem solving et de se préparer pour ce changement. Le deuxième axe, je dirais, il est plutôt collectif, donc c'est au niveau des organisations. Ce matin, on a beaucoup parlé de l'agilité, cet après-midi également, de réinventer les organisations pour que ça soit plus fonctionnement en cloison, mais plutôt avoir une transversalité et travailler en mode agile en intégrant le client comme co-designer avec nous dans le processus et accélérer justement le lancement des produits pour plus d'impact. Et finalement, le troisième point qui est important, c'est l'ouverture. L'ouverture en termes de l'écosystème, intégrer le plus de monde, avoir des catalyseurs aussi en interne pour travailler sur cette transformation, ce changement, donc des change makers, et puis aussi changement au niveau des espaces. Donc, on a beaucoup parlé aujourd'hui du changement des espaces, donc les flex office, le travail hybride, et tout ça, bien sûr, au centre, l'intelligence collective, toujours l'humain. D'ailleurs, le slogan des assises de l'OSIM, c'est « Unleash the potential », et donc libérer les potentialités de tout un chacun. Voilà, merci beaucoup. Merci Selma. Bravo, bravo aux imminents intervenants. Merci Selma, merci à Soufiane et à Inès. Alors, 2 dernières petites informations. J'ai un call for action parce qu'il y a un livre blanc qui sera élaboré entre l'école centrale, la Junior Enterprise, l'école centrale et l'OSIM, suite aux différentes interventions de nos imminents intervenants, mais aussi d'un certain nombre d'entretiens qu'on va mener auprès de key leaders sur la même question. Donc, tous ceux qui ont, on va dire, un say à faire sur cette question-là sont invités à se faire connaître auprès de Soufiane Abdessamad Lemi et
et Inès. Merci beaucoup. On se fait une dernière photo du panel et on vous remercie d'être là et d'avoir participé à notre session technique. Bien sûr. In the middle. The pillar. Oui, 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 tout à fait. Inès et Sofiane aussi. Pas grave, c'est pas grave.